Depuis maintenant quelques années, l'espace se militarise et devient un nouveau champ de conflit. Il n'est plus seulement utilisé pour aider les opérations sur Terre avec de la reconnaissance, de la navigation ou des télécommunications, mais l'orbite est devenue elle-même un champ d'opération. Les satellites s'espionnent les uns les autres, manœuvrent, se rapprochent et commencent à se doter de mesures d'autodéfense. Il n'y a pour le moment eu aucun acte de guerre qui ait été commis dans l'espace, mais les esprits et les armées s'y préparent. Comment faire la guerre dans l'espace? Quelles capacités sont nécessaires et quels véhicules? Américains et Chinois ont commencé à répondre à cette question avec de petites navettes automatiques, telles que la X-37B. Elles sont réutilisables, assez manœuvrantes et peuvent mener des missions très longues en orbite. Ce qu'elles y font est souvent classé secret défense, mais la capacité semble être suffisamment intéressante pour intéresser de nouveaux acteurs, parmi lesquels Dassault, le fabricant français d'avions de chasse et de jets d'affaires. L'industriel travaille en effet sur un petit avion spatial du nom de Vortex. Il espère pouvoir convaincre la France et l'Europe qu'il s'agit d'un outil essentiel pour s'affirmer dans la très haute altitude et dans l'espace. Dassault n'est pas étranger aux programmes spatiaux. L'entreprise a contribué à des grands programmes européens comme l'IXV et pendant un temps, il avait même envisagé son propre micro-lanceur qui aurait décollé sous les ailes d'un Rafale. Vortex constitue cependant le programme spatial le plus ambitieux de l'histoire de l'entreprise. Dassault veut construire un véhicule dual capable d'opérer aussi bien dans la très haute atmosphère que dans l'espace. Le projet existe au moins depuis 2023, mais il nous a été présenté avec pas mal de détails au dernier salon du Bourget. Dans la vision de l'industriel, il s'agit d'un vaisseau d'environ 8 mètres de long pour 5 à 7 tonnes. Il serait donc légèrement plus petit qu'une X-37B. Il s'agit d'un corps portant avec des flaps sur sa partie arrière pour le contrôle atmosphérique et des micropropulseurs répartis sur toute sa surface pour le contrôle d'attitude hors atmosphère. Sur les illustrations de l'industriel, il est également doté de 4 moteurs de plus forte poussée, probablement pour manœuvrer en orbite et se désorbiter. Le Vortex est conçu pour décoller en haut d'une fusée, comme Hermès à l'époque. Il doit ensuite revenir se poser à l'horizontale comme un avion. Dans les grandes lignes, il reprend donc d'assez près la formule X-37B. On note toutefois des éléments de langage intéressants de la part de Dassault. Le premier, c'est l'évocation de la très haute altitude. Les avions peuvent voler jusqu'à 15 ou 20 km d'altitude. L'espace, ça démarre à partir de 100 km d'altitude. Entre ces deux bornes, il y a tout un champ d'action qui reste inexploité et qui commence à intéresser les grandes puissances. On l'a vu avec l'épisode des ballons espions chinois qui ont fini par être abattus par des missiles au-dessus des États-Unis. Malgré leur lenteur, ils sont très difficiles à détecter et peuvent constituer une nouvelle méthode de reconnaissance en plus des avions et des satellites. Dassault pense ainsi que le Vortex pourrait remplir une partie de ses missions dans ce domaine encore inexploité. Une des applications possibles est la livraison de fret n'importe où sur la planète en moins de 2 heures. On retrouve ici un peu les arguments du Starship point à point, mais à une échelle beaucoup plus réduite. Évidemment, une telle fonctionnalité serait réservée à des charges utiles de toute première importance dans des scénarios d'urgence absolue. Le coût de chaque lancement serait probablement très élevé, même avec des fusées suborbitales. Et seules des réponses à des catastrophes ou des opérations militaires pourraient justifier un tel emploi. L'essentiel des missions de Vortex doivent tout de même se dérouler en orbite. Là-bas, la petite navette de Dassault pourrait mener des missions très diverses. L'industriel met ainsi en avant la capacité de se docker. Il l'illustre en vidéo avec l'ISS, mais vu la temporalité du projet, il faut plutôt imaginer les stations qui lui succéderont. Le Vortex pourrait ainsi endosser une mission similaire à celle de la Dream Chaser de Sierra Nevada, livrer du fret en orbite. Le vaisseau de Dassault doit également être équipé d'une soute dorsale. C'est par là qu'il pourra libérer de petites charges utiles ou au contraire les récupérer, ce qui serait une capacité complètement nouvelle en Europe. Pouvoir approcher un objet spatial, un débris, un satellite ou une expérience pour le ramener sur Terre ouvre plein de possibilités. Si on est un peu joueur, on peut même imaginer un scénario plus offensif où l'objet capturé n'est pas forcément consentant. C'est peut-être aussi ça la guerre spatiale de demain. Le Vortex pourra faire de l'inspection et du service en orbite, ravitaillement, réparation, mise à niveau ou changement d'orbite. Il sera très probablement doté d'un bras qui lui permettra de faire des manipulations. Il pourra également abriter des charges utiles dans sa soute sans les déployer. Il pourra ainsi les exposer au vide spatial pour des missions plus ou moins longues avant de les ramener sur Terre.
un service qui sera sûrement très demandé si l'ISS n'est pas rapidement remplacé par une autre station. Cela lui donnera une capacité civile à mettre en parallèle d'autres capacités un peu plus offensives. En effet, toutes ces applications peuvent également être soutenues par un véhicule comme le Space Rider de l'ESA, qui doit faire son premier vol dans les années qui viennent. Le Vortex s'en distingue cependant par des usages militaires. Sur sa vidéo, Dassault nous montre ainsi sa navette qui s'approche d'un satellite avant de lui tirer dessus avec un laser. Bon, l'illustration n'a pas vocation à être complètement représentative. Dans un cas réel, les distances seraient beaucoup plus grandes. L'industriel français illustre cependant ici une situation qui s'émancipe doucement de la science-fiction pour rentrer dans la réalité, les opérations militaires en orbite. Les capacités spatiales sont de plus en plus importantes pour les armées du monde, et être capable de neutraliser même temporairement ces capacités chez un adversaire présente un vrai avantage opérationnel. Aveugler un satellite espion, brouiller ou écouter un satellite de télécommunication, et dans les cas les plus extrêmes, les rendre inopérants. Un laser permet ici de se rendre compte visuellement du procédé. Il pourrait être utilisé pour aveugler un capteur optique, voire le brûler. Et il aurait l'avantage de ne pas créer de nouveaux débris au passage, contrairement à une arme balistique. D'autres procédés de guerre électronique, par exemple, peuvent également être imaginés. Avant d'en arriver à ces extrêmes, le Vortex pourrait déjà faire de l'espionnage. Les satellites militaires les plus importants des grandes puissances restent en effet secrets. Leurs capacités ou leurs missions exactes ne sont pas toujours connues, et il y a parfois des surprises. Lors de son premier vol, la navette CSS-HQ, l'équivalent chinois du Vortex, a libéré un petit satellite en orbite. Impossible de savoir de quoi il s'agit, sauf à s'en rapprocher suffisamment pour avoir une ligne de vue directe. Sa forme générale ou ses émissions radio peuvent alors donner une idée de sa mission ou de ses capacités. Pouvoir faire de l'inspection apparaît ainsi de plus en plus important pour les armées françaises, qui ne vont d'ailleurs pas attendre Vortex pour se doter de la capacité. Un des programmes spatiaux militaires français les plus innovants est ainsi Yoda, qui est tout simplement l'acronyme de des yeux en orbite pour un démonstrateur agile, Yoda. Il s'agit d'un couple de nanosatellites qui vont être déployés en orbite géostationnaire, où ils pourront manœuvrer, surveiller et éventuellement agir. Le spectre exact de leur capacité reste confidentiel et il s'agit avant tout de démonstrateurs. Ils permettront de prouver qu'il est possible de mener les opérations qu'on vient d'évoquer et fourniront un premier entraînement au commandement de l'espace. Un second programme, Paladin, déploiera des capacités similaires en orbite basse. Le Vortex devrait donc pouvoir s'appuyer sur ce premier retour d'expérience pour étendre ses capacités. Comme il sera doté d'une soute et qu'il sera réutilisable, il pourra ensuite évoluer à chaque mission en fonction des retours d'expérience acquis. Côté civil, il y a une dernière capacité que Dassault évoque et qui pourrait réveiller un vieux rêve. L'industriel parle d'une version habitée du Vortex. La feuille de route du développement passe ainsi par 4 étapes. Il y aurait d'abord le Vortex D, premier démonstrateur à l'échelle 1 tiers, viendrait ensuite le Vortex S, à l'échelle 2 tiers, puis le Vortex C, premier véhicule opérationnel. La dernière étape, c'est le Vortex M qui est présenté comme étant capable d'abriter un équipage. On n'a pas beaucoup de détails supplémentaires et quelques questions au niveau des dimensions. 8 mètres de long, personnellement, ça me paraît très court pour mettre un équipage et des systèmes de support vie, en plus des autres systèmes du vaisseau. La navette Hermès, pour comparaison, devait faire jusqu'à 19 mètres de long. On peut imaginer l'ajout d'un module de service et peut-être un équipage réduit pour que ça fonctionne. Pour le moment, il s'agit peut-être plus de chercher un alignement avec les objectifs à long terme de l'ESA. L'Agence spatiale européenne s'intéresse de plus en plus au vol habité, on en parlait dans le dernier des NDE. Dassault pourrait ainsi se présenter comme un des prétendants pour développer cette capacité. Cela permettrait à l'industriel d'accéder à des fonds institutionnels, car après tout, le développement d'un Vortex promet de coûter cher. Le ministère des Armées a déjà signé une convention de soutien pour Vortex D, le premier démonstrateur. L'ESA, le CNES et la DGA ont également signalé leur intérêt. Pour que le projet ait une chance d'aboutir, il doit probablement solliciter le soutien de toute l'Europe. Dassault a ainsi signé un partenariat avec le géant du spatial allemand OHB pour faire avancer le développement. Bon, on ne va pas dresser de parallèle avec le bourbier du SCAF. Les deux acteurs travaillent ici sur des capacités nouvelles avec des domaines de compétences bien identifiés. Il ne devrait donc pas y avoir trop de jalousie sur la distribution des tâches. Tout ça nous amène à une première étape au final assez proche. Dassault souhaiterait ainsi faire voler le Vortex D, le démonstrateur à l'échelle 1 tiers, autour de 2027.
L'entreprise a une équipe de 70 ingénieurs qui travaillent déjà sur le projet. La capacité réelle, le Vortex C, serait plutôt disponible au début des années 2030. Pour réussir le pari, il va falloir démontrer la plus-value par rapport à des projets tels que le Space Rider, ou même les capsules de The Exploration Company ou Thales Alenia Space. Le Vortex pourrait se démarquer sur ses capacités duales, la possibilité de mener des missions civiles aussi bien que militaires. Le projet de Dassault a l'opportunité de pouvoir surfer sur des courants favorables. La militarisation de l'espace, le besoin d'autonomie militaire européenne et la hausse des budgets qui l'accompagnent, et le tournant de l'Agence spatiale européenne vers des capacités de retour d'orbite, voire de vol habité. Si la première démonstration du Vortex D se passe bien, on pourrait ainsi voir le programme remplir ses promesses et peut-être même un jour celle d'Hermès. Il faudra également se poser la question du lanceur. Le plus évident semble être Ariane 6, sauf peut-être pour d'éventuelles missions dans la très haute altitude, qui pourraient nécessiter une solution dédiée. On a en tout cas hâte de voir des images du premier prototype, ce qui ne tardera peut-être pas trop. Allez, voilà qui boucle ce dossier de l'espace. Je vous invite à partager questions et remarques dans les commentaires. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.